Bonjour et bienvenue. Alors, je m'appelle Elise McCann et je vais faire la présentation aujourd'hui. Pour commencer, attendez une petite seconde, je dois juste déplacer ça. Pour commencer, on est qui, nous, en EnviroCentre? Alors, on est une organisation à but non lucratif située à Ottawa. Et ça fait depuis 1999 qu'on offre des programmes, des ateliers qui visent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nos programmes se concentrent dans 4 domaines: les maisons vertes, le transport actif, les modes de vie plus vertes et les entreprises vertes. Un de nos programmes pour les entreprises et le programme qui a informé cette présentation, c'est le programme Carbon 613 ou Your Green Business en ligne. C'est un programme d'adhésion et les membres ont accès aux événements, aux ressources, à des rabais, un bilan de carbone et de l'aide à la planification de la durabilité et aussi à un réseau local. Voici quelques exemples de nos membres. Vous voyez qu'il y a plusieurs différentes sortes d'entreprises, de différentes grosseurs et dans différents secteurs. Aujourd'hui, mon but, c'est de vous aider à mieux comprendre un peu pourquoi c'est important de réduire votre empreinte carbone. Vous proposer, oh pardon, j'ai avancé trop vite, pour vous proposer des mesures pratiques que vous pouvez prendre, peu importe votre secteur ou activité. Alors, cette présentation n'est pas pour un secteur, on essaie de partager de l'information qui pourrait être pour n'importe qui, dans n'importe quel secteur, et fournir des informations pour vous aider à appliquer ces mesures après l'atelier. Alors, vous pouvez avoir accès à d'autres outils ou d'autres informations. On commence avec la question pourquoi ça devrait vous tenir à cœur. On s'entend qu'il y a un réchauffement de la planète et que dans les médias, on entend beaucoup d'histoires des impacts de ce réchauffement et qu'il faut limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius pour éviter des impacts catastrophiques. Il y a beaucoup d'informations déjà qui existent sur le pourquoi. Alors, ce n'est pas nécessairement le but de cette présentation, mais ce qui est important, c'est qu'on comprend qu'il faut réduire les gaz à effet de serre et le temps est venu vraiment maintenant pour prendre action. À cause de la nécessité de réduire les gaz à effet de serre, il y a des cibles mondiales, fédérales et municipales. L'accord de Paris établit un cadre mondial pour limiter le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés Celsius, mais il faut se limiter à 1,5. Au Canada, le gouvernement fédéral vise une réduction de 30% des émissions de 2005 d'ici 2030 et souhaite atteindre la carbone neutralité d'ici 2050. Excuse-moi, l'autre date, c'était des émissions de 2005 d'ici 2030 et souhaite d'atteindre la carbone neutralité d'ici 2050. De la ville d'Ottawa vise aussi la carbone neutralité d'ici 2050. Et la plupart des mesures, par exemple, ce serait nécessaire d'atteindre ces objectifs avant même 2030. Alors, comme j'ai dit, c'est le temps maintenant d'agir et les entreprises de toute grandeur jouent un rôle. J'entends des fois des personnes dire pourquoi mon empreinte carbone est pas gros, j'ai peut-être pas beaucoup d'employés, etc. Mais quand on regarde la municipalité en tout et qu'il y a 18 000 petites ou moyennes entreprises, alors les PME, ça donne un impact considérable. Il y a beaucoup d'avantages quand on prend en main notre impact sur l'environnement. Il y a des avantages que vous pouvez utiliser plus efficacement vos ressources et réduire vos dépenses. De plus en plus, les clients, les employés s'attendent que les entreprises agissent pour réduire leur impact sur l'environnement. Et vous pouvez mettre en valeur votre marque et démarquez-vous afin d'atteindre de nouveaux clients ou de nouveaux employés ou de nouvelles occasions d'affaires. Alors, on va passer maintenant aux mesures. Alors, comme j'ai dit, le but
de l'information qu'on va partager, c'est de fournir des informations utiles, n'importe quel secteur, mais aussi c'est qu'un début. C'est des informations préliminaires qu'on peut considérer quand on va prendre des démarches pour réduire notre impact environnemental. Numéro 1, c'est la découverte. C'est difficile de contrôler ce qu'on ne mesure pas ou ce qu'on ne comprend pas. Il faut vraiment se poser la question d'où proviennent nos émissions de gaz à effet de serre. C'est en commençant avec cette question, c'est un bon départ c'est de regarder la consommation d'énergie de votre bâtiment. Par exemple, votre consommation de gaz naturel. Vous pouvez graduellement identifier les sources de vos émissions, mais comme j'ai dit, c'est difficile de contrôler si on ne le comprend pas du tout. On aime donner l'exemple, c'est un peu comme nos finances. Si on a un objectif financier, on examine nos revenus, nos dépenses et on établit un plan. La même logique s'applique à la consommation d'énergie. Alors, la première étape, là, c'est de vraiment créer un bilan carbone. C'est un peu comme un bilan financier. C'est un outil pour mesurer et suivre l'empreinte de carbone et vos sources de gaz à effet de serre. Je ne vais pas aller trop en détail ici parce que ça pourrait être une présentation au complet avec juste sur le bilan carbone, mais ce qui est important de comprendre, c'est pour la majorité des organisations petites ou moyennes, les règles qui informent un bilan carbone font partie en anglais, the Greenhouse Gas Protocol. Et vous pouvez faire une recherche pour vous informer plus sur ce protocole. Mais une bonne nouvelle là, c'est que vous n'avez pas nécessairement à tout calculer vous-même ou à créer le bilan vous-même. Il y a plusieurs outils en ligne qui peuvent informer ou qui peuvent vous aider ou que vous pouvez utiliser qui sont basés sur les protocoles établis. Alors, le bilan, ce qu'on espère, c'est que les organisations vont commencer à considérer le bilan carbone comme un processus d'entreprise comme tous les autres, qu'il faut avoir une compréhension de les sources d'émissions, d'où ils viennent et quelles étapes, quelles démarches qu'on va prendre pour réduire. Et pourquoi le carbone en particulier? C'est parce que c'est le polluant environnemental le plus important à atténuer. Le bilan carbone aide aussi à évaluer la santé globale d'une entreprise. Il faut considérer ça quand on considère notre entreprise en tout. Et ça vous permet de suivre et de déclarer vos émissions au fil de temps, de voir vos succès, de voir l'impact que vos actions ont et de pouvoir communiquer ça avec confiance. Numéro 2, c'est l'engagement. Des fois, les efforts de durabilité viennent parfois d'en bas, de les employés qui veulent voir un changement dans leur organisation, mais parfois, ça vient d'en haut. Ça dépend. Mais ce qui est important, c'est le support de la direction est nécessaire pour passer de paroles aux actes. Il faut se poser la question, qu'est-ce que la direction a besoin en temps d'information pour essayer de les convaincre que c'est le temps. Il y a beaucoup d'informations qui existent déjà à l'Internet, mais ce qu'on encourage, c'est d'essayer de trouver la connexion entre vos actions, les actions que vous voulez faire et vos buts en tant qu'entreprise, que business. Trouvez les exemples qui vont convaincre la direction qu'il y a des avantages reliés à vos objectifs dans votre organisation. Je sais que j'ai un commentaire ici, mais Nicolas disait qu'il travaille pour Environnement Canada. Sûrement qu'il y a déjà le support de la direction, mais peut-être pas, c'est encore drôle, mais vraiment, ça dépend de l'organisation. Même si vous n'avez pas l'environnement comme votre objectif d'organisation, pourquoi ça vous apporterait un avantage? Alors,
ça prend le support de la direction. Excuse-moi, est-ce que je suis allée trop vite? Non. Et puis, une fois qu'on commence à voir qu'on a le support de la direction, qu'on a l'engagement, il faut intégrer nos objectifs dans nos plans stratégiques, dans nos plans d'affaires, que ça fasse partie des raisons pourquoi on prend certaines décisions. Alors, intégrer votre objectif ou même un cible que vous avez dans votre plan stratégique ou votre plan d'affaires. Prenez cette étape pour concrétiser cette décision que vous avez prise. Après que vous avez intégré et vous avez pris la décision, vous avez l'engagement interne, c'est le temps vraiment de déclarer publiquement votre vision, votre engagement. Utilisez cette opportunité pour communiquer avec votre clientèle, vos employés, ce que vous faites, ce que vous avez l'intention de faire, votre objectif. Et après, on vous encourage, et on va en parler un peu plus tard, de continuer cette communication, de parler des étapes ou des succès que vous avez le long du chemin. Et il y a plusieurs façons que vous pouvez communiquer vos actions. Et par exemple, un petit exemple ici à Ottawa, le centre Shaw a installé dans ses toilettes plein d'affiches publiques qui parlent de toutes sortes de greening strategies, les étapes qu'ils prennent pour réduire leur impact environnemental. C'est un endroit qui ont décidé, les gens sont là, ils peuvent prendre 2 minutes pour lire, alors ça dépend. Ou quand on regarde une grosse entreprise comme IKEA, eux, ils utilisent tout aspect de leur magasin pour promouvoir leurs initiatives vertes. C'est visible aux clients, mais aussi, sont visibles aux clients, mais aussi en arrière, dans les secteurs seulement pour les employés. À IKEA, ils sont toujours en train de parler, de communiquer leurs objectifs environnementaux et les actions qu'ils prennent. Une fois que vous avez un objectif, vous pouvez le mettre dans votre site web, la section à propos. Vous pouvez l'inclure dans vos rapports annuels, dans vos ressources de marketing. Il y a beaucoup d'avantages de prendre l'étape de déclarer publiquement votre vision et votre engagement ou votre promesse. Voici quelques exemples de grosses compagnies, de grandes entreprises. Certains sont des publications sur les médias sociaux. D'autres, c'est des articles. Maple Leaf a créé une vidéo. Et vous pouvez mettre en valeur votre engagement d'une multitude de façons. Quelques exemples locaux. Désolée, c'est en anglais, c'est parce que ça vient d'un autre document. Mais Angela's Bed and Breakfast, c'est un petit bed and breakfast ici, mais elle a comme but, c'est écrit, j'aime lire, with the aim of making Angela's B&B the smallest carbon footprint B&B in Ottawa. Alors, elle a mis son objectif directement. Voici un autre compagnie, un autre membre de Carbon 613 qui s'appelle un Not Only for Profit. Alors, ils veulent faire beaucoup plus qu'être connu comme une compagnie qui est seulement for profit. Alors, ça, c'est quelques exemples de l'engagement, d'avoir l'engagement, de faire de prendre la démarche interne, de communiquer votre objectif et vos actions. Numéro 3, c'est la mobilisation, désolé. Alors, créez la culture de durabilité dans votre entreprise. Une des premières étapes qu'on encourage, c'est de mettre en place un comité de durabilité. Tenez compte qu'il y a divers groupes et perspectives dans votre entreprise. Assurez-vous de les inclure dans votre comité de durabilité et d'être à l'écoute des besoins et des intérêts des employés. Il faut se demander toute la variété d'activités dans votre entreprise qui pourraient être affectées ou impliquées par les actions du comité de durabilité ou les nouvelles processus internes.
Alors, c'est important de les inclure, de former un comité et de travailler avec eux dès le début, si possible, ou pour supporter et être le lien entre les employés et la direction. On encourage les entreprises de faire des rapports des activités, de votre impact. Alors, changer les systèmes, ça prend du temps et ça prend souvent le support des employés ou des actions par les employés. Alors, c'est important de communiquer régulièrement et non juste ce qu'on demande aux gens de faire, mais l'impact positif que leurs actions ont pour eux, pour leur santé, la santé de l'organisation et la santé de la planète. Alors, identifier des moyens internes que vous avez pour communiquer avec les employés et utiliser ça pour parler dans des réunions, dans des bulletins internes, etc. Parlez de votre succès, de l'impact que vous avez en tant qu'organisation. Et des fois, c'est bon d'utiliser des incitatifs, des défis ou des récompenses et ça peut être, vous pouvez être très créatif de ce côté-là. Numéro 4, c'est commencer par des cibles faciles, en anglais de low-hanging fruit, parce que c'est important d'avoir des victoires rapides et de créer un élan. On sait que la lutte au carbone est le domaine qui nécessite la plus grande attention. Cela dit, si vos employés ont identifié la réduction de déchets, par exemple, comme un enjeu important pour eux, ça représente une belle opportunité de faire démarrer des choses, de leur montrer que vous agissez, que vous voulez prendre to take their input, pour prendre leurs informations et leurs idées à cœur. Et c'est ça. Alors, on encourage d'avoir des buts à court, moyen et long terme parce que tout ne peut pas être fait tout de suite. Alors, commence avec les low-hanging fruit. Commence avec quelque chose que vous allez avoir un succès et encourager la mobilisation. Un exemple, c'est souvent on pense aux déchets, mais un autre exemple, c'est vraiment le cycle de vie des équipements. La plupart des entreprises remplacent leurs équipements périodiquement et les systèmes ou les véhicules, etc. Il y a souvent la chance de faire le switch à une option plus verte quand il y a déjà quelque chose qui doit être remplacé. Alors ça, c'est comme on aime dire un low-hanging fruit. Vous le remplacez déjà? Faites un investissement, même s'il y a peut-être un coût initial légèrement plus élevé. Il y a beaucoup d'autres options. Vous allez avoir l'argent avec, il va y avoir des économies à long terme. Si vous vous posez la question comment, quel produit, quels sont les meilleurs, etc., la certification EnerStar est le système le plus courant dans les électroménagers et Ressources naturelles Canada évalue toutes sortes de produits et met les informations en ligne. Alors, si vous allez directement aux Ressources naturelles et vous cherchez Energy Star, vous allez voir beaucoup d'informations utiles. Alors, considérez le cycle de vie des équipements. Et si vous voulez aller un peu plus creux, vous voulez en savoir plus, ou si vous ne savez vraiment pas où commencer, considérez une évaluation énergétique. Il en existe plusieurs styles, plusieurs types que vous pouvez avoir. Il y en a qui coûtent très, très cher et qui sont très élaborés. Il y en a d'autres qui sont un petit peu moins compliqués. Il y a même des outils en ligne que vous pouvez trouver vous-même pour faire une évaluation de base. Avec le programme Carbon 613, Your Green Business, on offre ça à nos membres, une évaluation préliminaire pour les aider à commencer. Numéro 5, c'est l'automatisation. Désolée. Cela améliore le rendement éco-énergique de votre bâtiment grâce à des systèmes automatisés qui peuvent grandement contribuer à la réduction de vos coûts d'énergie.
L'automatisation réduit aussi la nécessité de former les personnes et adresse le côté comportement des occupants dans le fonctionnement d'un bâtiment. La majorité des personnes commencent avec l'éclairage, l'eau, le chauffage. Et il y a beaucoup de statistiques qui disent que, j'ai quelque chose ici que je peux lire, mais de Distributed Energy Magazine qui, avec leurs études, démontrent que des économies d'énergie au-dessus de 30% avec un système automatisé pour régler le chauffage et l'éclairage. Alors, si vous cherchez d'informations, vous pouvez soit communiquer avec EnviroCentre, où il y a beaucoup de recherches qui existent déjà pour montrer les bénéfices de l'automatisation. Et on aime toujours noter que si vous allez automatiser quelque chose, vous pouvez prendre cette opportunité pour communiquer le pourquoi que vous avez fait ça. J'ai déjà vu dans des édifices où ça dit, s'il vous plaît, utilisez la porte automatique parce que ça nous aide à contrôler la température dans notre édifice. Alors, n'importe quand vous avez la chance de communiquer avec vos employés, vos clients, etc., pourquoi vous utilisez soit un processus ou comme ça, une automatisation, communiquez le raison pourquoi que vous avez pris cette étape. Numéro 6, c'est le transport vers le travail, le commuting. Alors, en ce moment, évidemment, on doit noter que c'est différent. On vit un temps dans une pandémie like we've never seen before. Alors, côté transport au travail a beaucoup changé. Mais si on fait semblant que les gens se rendent au travail comme normal, il y a un gros rôle qu'un employeur peut faire pour promouvoir tout mode de transport et de penser au-delà de l'automobile. On a tendance en Amérique du Nord de planifier en fonction de l'automobile, le stationnement, mais la vérité, c'est que le stationnement coûte très cher. Nous, on a des informations qui disent que le coût d'aménagement d'une nouvelle place de stationnement peut atteindre 24 000 $ pour une place en surface ou 34 000 $ pour une place souterraine. C'est très cher. Et pour une voiture qui, généralement, sert une personne. Alors, pensez au-delà de l'automobile, on encourage les entreprises de développer une politique sur le transport. Souvent, les entreprises vont avoir un parking policy, mais pas une politique sur le transport comme tel. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour tout mode de transport qui sont accessibles à votre lieu de travail? Alors, je ne dis pas qu'une entreprise où il n'y a pas d'autobus devrait promouvoir l'autobus, mais peut-être qu'ils peuvent encourager le covoiturage, par exemple. Alors, regardez votre entreprise, quels sont les moyens qu'une personne pourrait se rendre et développer une politique qui va regarder tous les modes et non seulement la voiture. Quelques exemples, là encore, si on a une politique sur le transport, on va non seulement regarder le stationnement, mais on peut se poser la question, quel est le chemin entre notre porte d'entrée et l'arrêt d'autobus? Est-ce que la partie qui est sur notre terrain est bien éclairée et nettoyée l'hiver, etc.? Est-ce qu'on peut offrir des services aux personnes qui marchent? Est-ce qu'on a peut-être des parapluies qui peuvent emprunter? Ou qu'est-ce qu'on peut faire pour démontrer aux gens qu'on supporte tout mode de transport et non seulement la voiture personnelle? Un autre exemple là, pourrait être de rembourser les trajets faits par toute mode et non seulement le véhicule. Les trajets pour le travail, comme les réunions, les gens se rendent en voiture et se font rembourser. Si une personne choisit d'aller à vélo, est-ce qu'ils peuvent se faire rembourser? Et peut-être c'est quelque chose que vous pouvez considérer. Une politique qui inclut toutes les modes. Voici quelques exemples. J'aime toujours donner quelques petits conseils en termes que
quoi faire ici pour les stationnements à vélo, par exemple. Assurez-vous que c'est un stationnement qui est accessible, qui n'est pas en arrière de l'édifice, loin de la porte d'entrée. Si ça peut être couvert, c'est toujours mieux, bien éclairé, un endroit où les gens se sentent confortables de laisser leur vélo. Alors, c'est important de considérer ça. Même juste offrir des informations sur le transport en commun. Vous n'avez pas à obliger que les gens le prennent, mais simplement avoir de l'information disponible qui dit ces autobus se rendent à notre lieu de travail à telle heure, telle heure, telle heure. Et aussi, comme j'ai dit, le covoiturage. À Ottawa, il y a le programme Ottawa Ride Match que les gens peuvent se faire matcher avec quelqu'un d'autre qui peut soit donner un lift ou en a besoin d'un. Évidemment, les suggestions que je vous donne en ce moment, c'est dans des temps normaux, c'est pas nécessairement en ce moment dans la pandémie, mais c'est aussi peut-être un temps que vous pouvez commencer à planifier pour le retour au travail. Il y a moins de demandes en ce moment, peut-être c'est un bon temps pour planifier des nouvelles approches. Numéro 7, c'est le transport commercial, ou fleet vehicles, comme on dit en anglais. 44% des émissions locales découlent du transport. C'est beaucoup, ça. L'autre, c'est les édifices et le transport. C'est les deux endroits qui ont le plus gros impact côté émissions de gaz à effet de serre. Alors, mais ce numéro 44%, ça inclut les véhicules personnels, les véhicules des entreprises, etc. Pas seulement le transport commercial. Mais si vous avez une flotte de véhicules, vous pouvez penser quelques moyens de réduire l'impact. Par exemple, des petites choses comme la pression optimale des pneus. On sauve beaucoup de gaz qui, par la suite, réduit les émissions, juste en gardant la pression des pneus au niveau optimal. Alors, c'est quelque chose de très simple que vous pouvez faire avec votre flotte de véhicules. Encourager des bonnes habitudes de conduite, limiter les arrêts et les départs rapides, ça utilise beaucoup plus de gaz et de respecter les limites de vitesse. Alors, c'est des petites choses que vous pouvez communiquer avec les personnes qui utilisent les voitures. Évidemment, les véhicules électriques, ça devient de prix est plus abordable. Oui, ils sont un petit peu plus chers au début, mais à long terme, il y a moins de parties à réparer, etc. Alors, il y a beaucoup d'informations en ce moment par rapport aux véhicules électriques et l'opportunité de switch out. Les voyages d'affaires est inclus dans cette étape. Alors, il y a la flotte de véhicules, mais il y a aussi les voyages d'affaires. En ce moment, on ne voyage pas et on le sait, on voit les informations qui disent que ça a un impact positif pour l'environnement. Mais à long terme, c'est important de limiter ou d'éviter les déplacements en avion. L'empreinte de carbone du transport aérien est astronomique. Bon, vous le savez déjà sûrement. Alors, comment est-ce qu'on peut limiter les déplacements par avion et plutôt peut-être opter pour le transport ferroviaire? Surtout pour, on va dire, un trajet entre Ottawa-Toronto que beaucoup de personnes font. Quand on regarde le trajet au complet et attendre en ligne à l'aéroport, se préparer, etc., il n'y a pas autant de time saving que les gens pensent. Dans le train, on rentre, on embarque, on s'assoit, on commence à travailler ou lire, etc. Alors, vraiment, le temps productif est beaucoup plus dans le train et il y a beaucoup moins d'impact environnemental. Si vous avez à vous déplacer, considérez comment vous pouvez réduire votre impact une fois que vous êtes rendu là. Comment est-ce que vous vous déplacez? Est-ce que vous pouvez choisir des hôtels à clé verte, etc. Mesure numéro 8, les compensations de carbone. Alors ici, il y a plusieurs moyens. Je ne suis pas experte dans ce domaine, je dois juste admettre, mais je sais que ça fait partie de la solution. Ce n'est pas la solution en tout, mais c'est important de comprendre c'est quoi et comment avoir accès. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez trouver à l'Internet et qui expliquent
la compensation de carbone, ça vient d'où? Est-ce que, is it credible, etc. Alors, on vous encourage de faire votre recherche et de bien comprendre et que vous pouvez augmenter vos activités de base avec des compensations de carbone pour votre consommation électrique ou peut-être si vous avez à vous déplacer pour le travail, etc. C'est comme j'ai dit, c'est une des choses qui peut aider, mais ce n'est pas la chose. Parce que vraiment, le but ici, c'est de réduire et non seulement, not only to offset. OK? Alors, mais ici à Ottawa, il y a beaucoup d'entreprises qui, pardon, choisissent Bullfrog Power pour compenser leurs émissions de carbone. Il y a d'autres compagnies. C'est celle qu'on utilise à EnviroCentre. Et vous pouvez faire la même chose pour votre entreprise ou même votre maison. Et aussi, si vous avez à voyager, les compagnies aériennes offrent la possibilité d'acheter des compensations au moment de réserver vos billets. Alors, une autre option intéressante si vous êtes obligé de vous déplacer. Là, comme j'ai dit, le geste de réduire la quantité de carbone que nous envoyons dans l'atmosphère est vraiment l'action la plus importante, mais chaque geste compte. Ne laissez pas les compensations vous distraire de votre objectif de réduction. C'est très important. Des fois, on va, I will just offset, 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 mais c'est pas la même chose. Il faut commencer avec la réduction et voir les compensations comme quelque chose qui augmente vos efforts. Numéro 9, produisez moins de déchets. Alors, c'est une bonne première étape, mais qui peut avoir c'est une mesure très visible. C'est des fois une bonne première étape, mais il faut admettre que c'est un peu difficile de mesurer l'impact de carbone directement relié à la réduction des déchets, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important et de considérer votre entreprise. Il y a les déchets externes ou internes. Si vous ne savez pas vraiment d'où viennent la plus grosse quantité de déchets, vous pouvez même faire une évaluation de déchets. Ça peut être utile et ça peut être effectué à l'interne par vos employés ou il y a des fournisseurs externes aussi. Puis l'objectif, ce serait d'identifier vos principales sources de déchets et les systèmes en place pour les gérer. Est-ce qu'ils sont adéquats pour votre entreprise? Ces informations vous permettent de vous fixer une cible de réduction et de réorienter vos déchets. Par exemple, est-ce que vous avez des systèmes en place pour le compostage, le recyclage? Des fois, si vous êtes dans un édifice avec beaucoup d'autres organisations, vous avez peut-être un système déjà géré pour vous, mais est-ce que ça atteint vos objectifs environnementaux? Et sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour to push the envelope en anglais, un peu avec le groupe qui gère votre édifice? Ça, c'est un autre endroit où il faut communiquer souvent avec les employés, avoir des panneaux d'information qui expliquent bien où mettre les choses. Et c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et c'est fini, c'est fait. Ça prend des rappels et ça prend de l'engagement, la participation des employés. Les déchets électroniques et l'économie circulaire fait aussi partie de la solution. Posez-vous la question comment gérez-vous vos déchets électroniques à l'heure actuelle. Ça, c'est les téléphones, les imprimantes, etc. Et qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux ou de différent? Il y a aussi l'économie circulaire qui prend de l'ampleur et peut permettre aux entreprises d'économiser. De nos jours, c'est facile d'acheter des produits réusinés ou même usagés. Les mobiliers de bureau sont abondantes, surtout dans une ville gouvernementale comme la nôtre. Il existe des magasins même et des plateformes en ligne qui peuvent vous aider si vous avez soit à vous débarrasser de quelque chose ou vous avez besoin de quelque chose. Demandez-vous la question, est-ce que je dois vraiment l'acheter de nouveau?
Et si votre entreprise a tendance à toujours penser comme ça, est-ce que vous pouvez les aider à considérer d'autres options? Numéro 10, c'est écologiser votre chaîne d'approvisionnement. So your supply chain. Et ça inclut non seulement ce que vous achetez, mais même les services que vous achetez, on va dire. Vous pouvez vraiment amplifier votre impact en considérant votre chaîne d'approvisionnement. Demandez-vous, souvent les organisations vont mettre une politique sur place pour décider qu'est-ce qu'ils vont acheter, pas acheter, quelle sorte de services qu'ils vont chercher, etc. Vous pouvez, par exemple, allez-vous uniquement recouvrir services d'entreprise qui sont engagés publiquement à adopter des pratiques durables. Alors, faites la recherche quand vous cherchez un service. Demandez les questions, qu'est-ce qu'ils font pour réduire leur impact sur l'environnement, même côté nettoyeur, etc. Alors, prenez le temps d'analyser votre chaîne d'approvisionnement. Vous pouvez en faire un petit peu et rajouter à long terme. Vous n'avez pas tout à faire tout en même temps, mais c'est important d'inclure de l'inclure dans votre plan environnemental. Alors, c'est les 10 mesures. Je vais les répéter en bref ici et après, ça me ferait plaisir de répondre à quelques questions ou de jaser un peu avec vous. Alors, numéro 1, la découverte. Découvrez d'où proviennent vos émissions de gaz à effet de serre. L'engagement, c'est vos stratégies et vos politiques qui doivent refléter votre engagement. Alors, les deux. Mobilisation, mobilisez vos employés. Ils font partie de la solution. Commencez par des cibles faciles, the low-hanging fruit. Commencez par régler un problème connu qui aura rapidement un impact. L'automatisation, les lumières, les portes, les systèmes de chauffage, qu'est-ce que vous pouvez automatiser? Le transport vers le travail, le trajet travail-maison, pensez au-delà de l'automobile. Le transport commercial, réduisez, évitez les voyages aériens et entreprenez et électrifiez votre flotte de véhicules. Les compensations de carbone, elles peuvent faire partie de la solution, mais elles ne suffisent pas. C'est qu'une partie. Vos déchets, c'est une façon visible, mesurable et efficace de mobiliser les gens et votre chaîne d'approvisionnement, écologiser votre chaîne d'approvisionnement. Alors, c'est nos 10 étapes. Merci beaucoup. Encore une fois, je vous remercie de partager votre temps avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la présentation. Comme j'ai dit, c'était la première fois que je le donne en français. Alors, merci de votre patience avec moi. J'ai fait de mon mieux et ça me ferait plaisir de répondre à d'autres questions si vous avez si ça vous vient après la présentation, vous pouvez communiquer avec nous à travers notre site web ou le programme Carbon 613.